Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago. Je suis Audrey Carlo et je suis une nouvelle fois ravie de co-animer ce podcast avec Dana Hazard. Notre épisode d'aujourd'hui portera sur la fibrinolyse. C'est la troisième étape du processus d'hémostase si on la considère de manière séquentielle, mais c'est souvent un acteur négligé de l'ensemble de la balance hémostatique. Oui, Audrey, la fibrinolyse ne se résume pas au dédimère comme on peut souvent l'entendre. Notre expert invité aujourd'hui va nous aider à découvrir plus avant la capacité fibrinolytique du sang et Tariq Bouriche. Tariq, tu es responsable des pôles hémostase et hématologie auprès de la R&D chez Biocitex, une filiale de Stago. Tu consacres beaucoup d'efforts à travailler des tests d'exploration de l'activité fibrinolytique, notamment. Bonjour Tariq, nous sommes très heureuses de t'avoir avec nous à Ask Stago. Merci Dana et Audrey pour cette invitation à Ask Stago. Je suis également très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Bonjour Tariq et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On a l'habitude ici dans Ask Stago de commencer la discussion par les bases. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est la fibrinolyse ? Eh bien, comme son nom l'indique, la fibrinolyse est le système protéolytique qui permet de lyser le caillot de fibrine dans la circulation sanguine, mais aussi dans les espaces extravasculaires. Si la thrombine est l'enzyme clé de la coagulation, la plasmine est elle l'enzyme clé de la fibrinolyse. Alors la plasmine est générée à partir du plasminogène par des activateurs tels que l'urokinase ou le TPA qui sont sécrétés ou exprimés à la surface des cellules en réponse à divers stimuli. La plasmine clive ensuite le caillot de fibrine en libérant certains produits de dégradation de la fibrine. Et le dernier produit non clivable de ce processus de fibrinolyse est bien sûr le fameux dédimère. En fait, nous avons discuté un peu de ces marqueurs fibrinodépendants dans la saison 1 de ce podcast, en parlant principalement de la coagulation intravasculaire disséminée ou CIVD. Mais probablement, ce ne sont qu'une petite partie des biomarqueurs de la fibrinolyse. Tu as tout à fait raison. En fait, les marqueurs fibrinodépendants sont effectivement des produits de la fibrinolyse, mais il est également possible de mesurer l'activité plasmine, le taux du plasminogène ou encore les niveaux des modulateurs de l'activité plasmine tels que le PAI ou le TAFI, qui deviennent alors des marqueurs de la capacité fibrinolytique. Tariq, tu m'aides parfaitement à faire la transition vers la suite de nos questions. Comment est-ce qu'on peut réellement évaluer la capacité fibrinolytique? Je pense que la plupart des chercheurs dans le domaine de l'hémostase ont entendu parler de la génération de plasmine, mais je suis pas sûre qu'il existe une méthode vraiment unique pour réaliser ce dosage. En effet, de nombreuses méthodes d'évaluation de la capacité fibrinolytique ont été publiées au cours des 20 dernières années ou même plus. Certaines ne sont utilisables qu'en laboratoire de recherche, comme la zymographie sur gélose de fibrine par exemple. Et surtout, la plupart des méthodes utilisées pour les patients sont des méthodes indirectes basées sur des tests de lyse du caillot. Mais la fibrinolyse, contrairement au processus de coagulation, est un processus long et lent qui dure physiologiquement plusieurs jours. Cela n'est pas compatible avec un test de laboratoire. On utilise donc classiquement différents moyens pour accélérer le processus, soit en réduisant la concentration d'inhibiteurs de la fibrinolyse, soit en ajoutant des activateurs exogènes du plasminogène. Mais l'inconvénient est que ces modifications limitent ce que nous pouvons apprendre sur la capacité fibrinolytique d'un patient. La mesure directe de la génération de plasmine est quant à elle très intéressante, mais difficile. Notre corps est très bien équipé contre les hémorragies, comme vous le savez très bien. Ainsi, la plasmine circulante est étroitement régulée par de fortes concentrations d'inhibiteurs qui empêchent toute propagation incontrôlée de cette molécule. Ainsi, sauf dans certaines situations extrêmes, l'activité de la plasmine n'est pas détectable dans le plasma. La génération efficace de plasmine ne se produit pas en solution, mais sur des surfaces biologiques telles que le caillot de fibrine ou les membranes cellulaires, où elles sont, plutôt où elle est, mieux protégée de ces inhibiteurs. Il serait intéressant ici de noter que ces supports membranaires ne sont pas seulement présents sur les cellules elles-mêmes, mais peuvent également être retrouvés dans le plasma. Et là, nous entrons dans ton univers d'expertise à Biocitex, les microvésicules. Alors, les microvésicules sont de petites vésicules formées par invagination de la membrane cellulaire. Elles appartiennent à la famille des vésicules extracellulaires. Elles sont générées par tout type de cellules après stimulation et sont retrouvées dans tous les fluides biologiques.
Elles sont un acteur clé de la communication intercellulaire et ont été impliquées dans de nombreux processus physiopathologiques. En ce qui concerne l'hémostase, les microvésicules circulant dans le plasma ont longtemps été décrites comme des entités procoagulantes, mais des études plus récentes ont montré que certaines sous-populations de ces microvésicules sont plus fibrinolytiques que procoagulantes. La mesure de ces microvésicules comme biomarqueurs a un fort potentiel d'application clinique, mais leur exploration n'est pas si facile et fait face à plusieurs défis techniques en raison d'une part de leur petite taille qui n'excède pas le 1 micron et d'autre part de leur faible expression antigénique. Et donc, face à ces défis-là, quels sont les outils indispensables pour évaluer les microvésicules et leur activité? À ce jour, il n'existe pas de méthode parfaite pour mesurer tout ce que l'on veut savoir sur les microvésicules dans un échantillon de patients. La cytométrie en flux, par exemple, qui est une méthode antigénique, est un outil précieux pour les détecter et déterminer leur origine cellulaire. En plus de la cytométrie, il devient possible de mesurer leur activité en utilisant des tests fonctionnels dédiés et conçus pour les microvésicules. Par exemple, des tests de détection de leur activité procoagulante ou encore de leur activité de génération de plasmine. Tous ces tests nécessitent des méthodes plus automatisées et plus standardisées pour être réellement utilisables en pratique clinique. Donc, on a bien compris que voilà, c'était encore un petit peu à ses débuts, tout ça, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les situations où finalement on a déjà vu que c'était pertinent de mesurer la capacité fibrinolytique d'un patient? Les marqueurs fibrinodépendants, comme le D-dimère, sont bien sûr utilisés dans la CIVD, mais il existe de nombreuses situations cliniques associées à un déséquilibre de la fibrinolyse. Des situations de saignement dues à une hyperfibrinolyse, par exemple en cas de traumatisme, après une chirurgie cardiaque, une transplantation hépatique ou dans des troubles obstétriques hémorragiques. Il peut être utile de mieux évaluer le profil de fibrinolyse circulante des patients pour améliorer la prise en charge d'une hémorragie, soit avec des facteurs procoagulants, soit avec une molécule arrêtant la fibrinolyse, comme c'est le cas de l'acide tranexamique. Dans d'autres situations, on observe une hypofibrinolyse. C'est le cas par exemple dans le sepsis sévère. Et de manière intéressante, nous avons montré dans ce contexte qu'une faible génération de plasmine mesurée sur la membrane des microvésicules était associée à un mauvais pronostic, ce qui signifie que les patients atteints de sepsis avec une faible activité plasmine pourraient tout à fait bénéficier d'une stratégie thérapeutique favorisant la fibrinolyse. Quel est l'intérêt de considérer l'activité sur les microvésicules dans ce contexte plutôt que de mesurer les différentes protéines circulantes dans le plasma? Les microvésicules permettent de considérer l'hémostase dans son ensemble, pas seulement la partie plasmatique, mais surtout l'hémostase cellulaire, où la cascade de coagulation et de fibrinolyse s'est réellement produite. La microvésicule peut être considérée comme un élément de substitution de ce qui se passe sur la membrane cellulaire activée, ce qui est très instructif. Tarek, comme nous approchons de la fin de notre podcast, j'aimerais te demander ce que tu voudrais que nos auditeurs gardent en tête après l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que mon message principal est que la mesure du potentiel fibrinolytique des patients serait très instructif pour mieux prendre en charge les patients présentant des situations cliniques associées à un déséquilibre coagulation-fibrinolyse. Et surtout que les microvésicules peuvent être un moyen méthodologique pour réussir à le faire. Merci Tariq pour cette conclusion et pour toutes les informations que tu nous as partagées aujourd'hui. C'est vrai que le microvésicule, ça reste un moyen très utile, pour explorer davantage l'hémostase, en général. Il est maintenant l'heure d'arrêter cet épisode. Comme d'habitude, toutes les sources documentaires et bibliographiques sont associées dans la barre de description du podcast. Et n'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous pourriez avoir à notre email ask@stago.com pour challenger notre équipe et proposer un prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Stago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, diagnostic is in our blood.